Je m'appelle Yolande Jeanne Tell, épouse de Baquet, parce que le nom du mari, c'est un nom d'emprunt. Mon véritable nom, c'est Tell. Mon père était commerçant. Quand il a ouvert un commerce de machines à écrire, de meubles de bureau et de papeterie en 1924, un an avant ma naissance. Et comme il n'avait pas d'apport d'argent, il a dit à maman, tu étais dans les PTT comme auxiliaire quand tu étais jeune, hein, il faudrait que tu reprennes ton travail pour amener de l'argent à la maison, parce que dans l'immédiat, je n'amènerai rien. Donc maman est allée à Montpellier, à la direction des PTT, et le directeur lui a dit, mais mon petit, vous avez la limite d'âge demain pour pouvoir entrer dans l'administration. Maman s'est mise à pleurer et elle lui a expliqué pourquoi elle reprenait du travail. Et ce monsieur a bien voulu lui redonner une deuxième chance. Alors je dis toujours, il faut donner une deuxième chance à maman. Et elle est rentrée dans les PTT, mais a été envoyée à à Rougeant, je crois. Hein. Et tous les dimanches, mon père prenait un car et m'amenait voir maman à Rougeant, quand j'étais petitoune. Parce que j'avais été élevée jusqu'à l'âge de 2 ans par ma grand-mère et ma tante. Parce que mes parents ne pouvaient pas assumer de ma garde. Et là, après, finalement, j'ai volé de mes propres ailes, si l'on veut. Maman étant à Frontignan, je suis venue à Frontignan et on m'a inscrite à la seule école qui prenait des enfants avant 5 ans. Parce que l'école laïque prenait les enfants qu'à 5 ans. Et l'école libre Sainte-Thérèse prenait les enfants à 2 ans. Et c'était mademoiselle Rosa Pouget qui gardait les enfants en maternelle. Et j'étais toujours à la fin de la classe avec une autre qui s'appelait Louise Cabot. On devait être pas tellement sage, hein, parce que même maintenant, je suis presque une rebelle encore. Une résistance, oui. Non, je n'ai jamais fait de politique, pas plus que mes parents d'ailleurs. Ce qui était bien pour le pays, ou pour la ville, ou pour quelqu'un, ça pouvait venir de n'importe qui et de n'importe quelle obédience, c'était bon, à condition que ce soit valable pour le pays ou pour la ville. La femme, elle était pour la maison. Hein. Moi, je faisais peut-être... c'était la femme qui, quand même, gérait tout ce qui était maison. Le mari ne gérait pas tellement ça, à l'époque, du moins ce que je me rappelle. Mon père était chargé de mission de première classe. Quand on est venu arrêter mon père, le 28 février 1943, celui qui a pris sa place m'a demandé si je voulais rester dans la résistance comme agent de liaison et de renseignement. Moi, je lui ai dit tout de suite oui, mais j'avais 17 ans. Je ne pouvais pas prendre un engagement. Et il n'y avait plus mon père, puisqu'on était venu l'arrêter. Lui, il avait filé. Hein. C'était un inspecteur de police qui est venu l'avertir, hein, que le lendemain, il venait le chercher. Donc mon père, dans la nuit, est parti. C'est l'inspecteur Le Prévost. Il avait un nom prédestiné. Je le situe parce que c'est affreux. Et il a donné le nom de tous les résistants qu'il devait arrêter. Donc j'ai pu aller, moi j'en connaissais 3, je suis allé en avertir 3. Les autres ont été avertis par des personnes qu'ils connaissaient. Mais il a fallu que ma mère donne l'autorisation. Et je ne sais pas comment ma mère a pu donner l'autorisation. Elle n'a pas réalisé que je risquais ma peau. Moi non plus d'ailleurs. Je devais amener des enveloppes format A8, c'était la moitié d'une feuille de papier pliée en 2, à une boîte aux lettres de Béziers qui se trouvait sur les allées. C'était
une succursale des dogs méridionaux. Alors la première fois, j'y suis allé avec un mot de passe, et puis après j'y allais, toutes les semaines à peu près, apporter une enveloppe remplie de toutes les renseignements du coin, et ils m'en donnaient une de tous les renseignements de leur coin. Et je l'ai ramené à mon chef. Alors ça m'était facile, parce que au magasin, j'étais seule, et les soldats allemands venaient m'acheter, surtout qu'à l'époque, quand mon père s'était installé, il avait fait le tour de tous les papetiers du coin pour savoir quelle marque il représentait. Donc il a pris la seule marque qui n'était pas représentée, une marque allemande, Pélican. Et Brunswiga pour les machines et Gea pour les duplicateurs. Donc pas des marques françaises. Il avait pris que des marques étrangères. Donc pendant la guerre, c'était les seules marques qui n'avaient pas besoin de ticket. Ce qui a valu que le directeur de Pélican, qui était allemand, un jour a téléphoné à mon père en lui demandant s'il pouvait le recevoir, parce qu'il faisait le tour des agents de Pélican. Et quand mon père est allé le chercher à la gare, il lui a dit « Je ne fais pas le tour des agents de Pélican, je vais vous voir à vous. » Mon père lui dit « À quel honneur ?» Et il dit « Parce que nous avons quelqu'un de Sète qui s'étonne qu'on envoie de la marchandise allemande à quelqu'un qui se bat contre nous. » Il le savait. D'ailleurs, quand je suis allé un jour à la commandature, on habitait au 15 et la commandature était au 16. Donc je les connaissais et eux me connaissaient. Et un jour, maman avait reçu, en février 44. Oui. En février, 7 avait été évacué en partie en début 44. Mais il restait quand même des gens à 7. Et maman étant fonctionnaire, elle était restée. Et là, maman a reçu de la mairie, Madame, par ordre des autorités allemandes, vous êtes priée d'évacuer la ville de Sète avant le 15 avril 44. Avec ce papier, je suis allé à la commandature pour demander pourquoi. Et c'est là qu'il m'a demandé « Que fait votre père ?» Et je lui ai répondu « Mon père se bat contre vous, il est officier français, il fait son devoir, vous faites le vôtre. » Et c'est ce qu'il fallait que je réponde. Il le savait, il a vu que j'étais franche. Il ne s'est pas méfié de moi. Il a dit, elle me dit ce que fait son père. Et donc, parce que je dis toujours la vérité, hein. J'ai horreur du mensonge. La personne qui me ment une fois, même si c'est de la famille, hein, j'ai plus jamais confiance en elle. Non, parce qu'à 17 ans, on n'a pas peur. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils font les cons. Et ils n'ont pas peur des suites, hein, les jeunes maintenant. Donc, non, à 17 ans, on n'a pas peur. C'est un défi. À 17 ans, c'est un défi. Moi, c'est un défi aux Allemands, maintenant, c'est un défi au gouvernement. Hein. La dernière fois que je suis allé à Béziers, on entendait des bruits de bottes dans l'immeuble à côté. Et là, ils m'ont dit, il y a les Allemands à côté, ils se sont trompés de maison. Alors dépêchez-vous de partir. Bon, je suis parti moi. Après la guerre, j'ai demandé aux résistants de Béziers ce qu'il était advenu de ces gens. Et ils m'ont dit ils ont été arrêtés, donc ce jour-là. Moi j'étais parti. Alors, notre destin, hein, mon destin, c'était que je ne devais pas être arrêté. Hein. On a un destin à la naissance et un destin qui nous suit toute la vie. Hein. Donc, je n'ai pas vu avoir peur. Ils ne sont pas revenus des déportations. Ils ne sont pas revenus. Ils sont partis en Allemagne. Ils ne sont pas revenus. Il n'y a qu'un déporté qui peut parler de la déportation. Moi, personnellement, je ne peux pas en parler, c'est pas vrai, je ne l'ai pas subi. Il n'y a que quelqu'un qui a subi la déportation, c'est-à-dire l'impossible, de faire admettre l'impossible. Il n'y a que.
Il devait y en avoir, oui. Je sais pas. Après la guerre de la France libre, il y en avait. Parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient en Angleterre. Hein. Dans les forces françaises libres en France, je ne sais pas. Pour moi, ça a été l'engagement de mes parents que j'ai continué. Hein. Je n'ai pas pris de décision toute seule. Je n'ai fait que suivre ce que faisaient mes parents. Hein. Les enfants font ce que les parents font. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire un tel est collabo. Et c'est que son père était collabo. Hein. Jusqu'à la fin de la guerre. Quoique, oui, parce que quand je suis allé apporter le papier de maman à la commendature, le gars m'a dit, quand je lui ai répondu à toutes les questions, si j'ai un conseil à vous donner, mademoiselle, dites à votre mère de demander son changement le plus vite possible et vous venez me dire quand elle a son changement. Donc je suis allé à maman, je lui ai dit tu vas voir ton receveur et puis Montpellier et elle a eu son changement pour la Malou-les-Bains 3 jours après. Et on a fini la guerre à la Malou-les-Bains. On avait loué une grande pièce là, et où on dormait avec mon frère, et maman et moi. Et dans cette grande pièce, on faisait tout, la cuisine, on dormait, on faisait tout là. Ah ben, maman a rejoint après 7. Elle a été renommée à 7. 7 n'a pas été tellement abîmée, parce qu'il y avait le lieutenant Hugon, Louis Hugon, qui était pilote. Et c'est lui qui faisait rentrer les bateaux. Et il avait reçu l'ordre, évidemment, les Allemands avaient reçu l'ordre de faire sauter tous les quais. Et lui, il a désamorcé il a tout désamorcé, il n'y a pas eu tellement de dégâts quand les Allemands sont partis. Oh, j'ai repris mon boulot comme le magasin, avec mon frère après. Parce que mon père nous l'a donné après. Donc, avec mon frère jusqu'à là. Parce qu'on est resté sécurité sociale. On avait été sécurité sociale avant. Donc, on a créé une association et on avait créé une association et on dépendait de cette association de sécurité sociale pour ne pas perdre nos droits de sécurité sociale. Elle était 15 quai Maréchal de Lattre, 15 quai de Vaux. On habitait au second, nous. Ben, on est libre. Hein. La liberté d'expression. Ah ben oui, les anciens de la France libre, on est restés. On n'était pas tellement nombreux. Hein. Le drapeau de la déportation, c'était Magourneau qui me l'avait donné. Parce qu'il l'avait payé de ses deniers. Donc, comme il me l'avait donné, je l'ai donné à la mairie de Frontignan. À condition qu'ils sortent pour toutes les cérémonies officielles. Pas des cérémonies des joutes ou les cérémonies officielles, c'est-à-dire de la guerre. Mon fils, lui, est bien axé là-dessus. Ma petite fille, peut-être pas, je ne sais rien. De toute façon, je n'influe les opinions de personne. Hein. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Hein. Moi, c'est les Allemands qui m'ont dit de partir. Il s'appelait le lieutenant Kuhn, K-H-U-N. Vous devrez le retrouver sûrement. Mais j'ai pas pu le remercier longtemps. Il a été tué à la sortie de Nîmes par un avion qui a survolé les Allemands qui remontaient. Et il y en a un autre qui nous avait aidés et que je retrouvais après la guerre. Il y a sa petite fille encore qui existe. Elle est restée en France, elle est à Toulouse. Et de temps en temps, je lui téléphone. Par contre, c'est son petit-fils aussi que j'ai eu retrouver.
il s'appelle Maïté. Maïté. M-A-I-T-E. Et alors quand il passe, il s'arrête. Il y en a une fois, il m'a dit, je viens vous faire voir à ma famille, là où j'ai été. Enfin, et comme j'avais Frontignan et que je ne l'habitais pas encore, je lui ai donné les clés, je lui ai dit, vous restez le temps que vous voulez. Et ils sont restés une semaine à naviguer dans le coin. Révolution, mais ça a été bénéfice, parce que sont libres de dire hein, à ça qui on veut, sans être embêté. Ah ben, la résistance aujourd'hui, c'est surtout la résistance au gouvernement, hein, chez les jeunes. C'est pas une résistance, c'est il lance des défis, mais ils ne sont pas avec le gouvernement si ça ne leur plaît pas. Mais pour moi, la résistance a amené la liberté d'expression. De ne plus faire les cons et de penser au pays. C'est-à-dire ne pas l'enfoncer avec leurs bêtises. De demander des choses qui sont palpables et qui apportent un bienfait au pays et aux personnes. Il faut que les jeunes pensent qu'ils ont un héritage à faire arriver et à continuer. C'est un devoir de mémoire. Hein. C'est pas pour me mettre en valeur parce que j'ai fait ce que je devais faire. Hein. C'est un héritage. Quand on ne refuse pas un héritage, hein, que ce soit en pognon ou en idée. Ce que je demande aux jeunes, enfin aux jeunes, et aux moins jeunes, parce qu'on peut donner son sang jusqu'à maintenant 70 ans, c'est d'aller donner leur sang. Avec 1 litre de sang, on sauve beaucoup de gens, pas qu'une seule personne. Ma mère a été présidente des donneurs bénévoles de sang de 7 ans pendant 30 ans, et moi, pendant 30 ans, j'ai été présidente aussi des donneurs bénévoles de sang. La lecture, là, en ce moment, je passe mon temps à lire, hein, que des trucs de guerre, hein, pas des romans d'amour, hein, non. Que des livres de guerre. Là, en ce moment, je suis en train de lire l'affrontement de Gaulle-Giraud. Avant, la femme, elle s'occupait de la maison, des repas, et elle n'avait pas tellement d'influence sur le comportement de son mari, avant. Aujourd'hui, maintenant, la femme dit ce qu'elle pense et ce qu'elle voudrait que ça arrive. Si elle demande quelque chose, c'est que c'est valable pour l'ensemble, du moins je crois. Elle ne demande pas des bêtises. Mais elle est libre quand même d'être entendue, au moins. Des 100 ans dans 4 ans. J'espère que je... Pas pour dire je suis centenaire. Qu'on se batte pour des choses valables. Et non pas pour des bêtises. Arrêtez de se battre. Non, parce qu'il y aura toujours des pays qui veulent vivre de justement de ce qu'il y a des pays qui se battent pour envoyer de l'argent. Il y a toujours quelqu'un qui se bat. Hein. Maintenant, ils font battre les autres, hein, mais jusqu'à maintenant, c'était nous qui nous battions. Maintenant, ils font battre les pays pauvres. Hein. Ils profitent de la pauvreté des pays pour qu'ils se rebellent. Et je vais me faire bousiller hein, si je dis des trucs comme ça. Hein.